Ouais, effectivement, les composantes de base d'un ordinateur, vraiment le mini du mini pour faire marcher, c'est une carte mère, du CPU, de la RAM. Et ces trois éléments-là, que tout le monde connaît quand on est geek, bah, ça se permet de gérer de l'algèbre de boules. Et effectivement, de l'algèbre de boules, c'est le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour travailler de l'information. Et l'algèbre... Ouais, ouais. Bah, le CPU, ça va être vraiment donc c'est ton Core Intel i9 ou ton AMD Ryzen 7, ça va être le cerveau. C'est vraiment lui qui va savoir calculer du... Mais ça va venir justement, je vais l'expliquer juste après. Donc c'est lui qui calcule. La RAM, ça permet de stocker. Mais là, tu vois, tu me fais spoiler parce que ça va venir. Et la carte mère, c'est un liant. Et donc du coup, l'algèbre de boules, c'est quoi? Bah, c'est des maths, mais en base 2. Nous, on connaît la base 10, avec les chiffres de 0 à 9. Bah, le binaire, l'algèbre booléenne, c'est à base 2, où il n'y a que deux valeurs. Donc ton chiffre, il fait soit 0, soit 1. Et quand tu veux ajouter un deuxième chiffre pour faire un nombre, etc., comme en base 10, donc tu comptes de 0 à 9, et après quand tu vas à 10, bah, tu fais chiffre 1 plus le chiffre 0, ça te fait le nombre 10, etc. Et un autre type de base connu, c'est la base 16, l'hexadécimale, qui va de 0 à f. Et du coup, le binaire, bah voilà, il y a des poids dessus quand tu as un nombre binaire. Donc le premier, ça va être la valeur 1, le deuxième, ça va être la valeur 2, le troisième, ça va être la valeur 4. Et du coup, là, la valeur qu'on regarde, si on peut convertir rapidement en décimale, c'est la valeur 10. Si tu fais 4 plus 1, ça fait 5. Et donc on a 5 en décimale. Ça s'écrit 0,1, 0,1 en binaire. Voilà un petit peu pour l'algèbre de boules. Et du coup, le CPU, il ne comprend que ça. Que du 0 et du 1. Donc une image, un son, un texte, une vidéo, c'est une suite de 0 et de 1 pour être traité. Et la RAM, ça permet de stocker temporairement ces 0 et ces 1. La carte mère, elle les fait passer de l'un à l'autre. C'est juste un bus de circulation. Et en binaire, par exemple, la lettre A, ça s'écrit 01000001. Et voilà un petit peu ta carte mère, ton CPU, ta RAM, comme tu la vois dans ton ordi quand tu montes ton ordi toi-même. Et du coup, ensuite, autour de ça, tout le reste, c'est des entrées-sorties. Et qu'est-ce que t'as comme idée d'entrée-sortie? Ah merde, bah j'ai spoilé là. Ah bah non, je suis rapide. Alors, quand tu penses à un ordi, je t'ai parlé de CPU, de RAM, de carte mère, qu'est-ce qui te vient en tête après? Avec quoi oui, très bon exemple, le Wi-Fi. C'est un périphérique qui est entrée et sortie en même temps. Mais on peut aussi imaginer des choses plus simples, comme un clavier, qui est une entrée, ou une souris, qui est une entrée, qui envoie des 0 et des 1 au CPU pour dire j'ai appuyé sur A. Tu vois, du coup, quand tu as... bien sûr que si. Aujourd'hui, les claviers sont entrée-sortie. Moi, je te parle d'un clavier d'il y a 20 ans. Mais voilà. Non, non, mais t'as très bien compris. Et du coup, voilà, on a tout type de périphérique. Tout ce qui n'est pas CPU, RAM ou carte mère, c'est des entrées et des sorties pour ce couple-là. Enfin, ce trio-là. Donc en entrée, t'as du clavier, du souris, du micro, du scanner, du webcam, ce que tu veux. Et en sortie, des écrans, des haut-parleurs, des imprimantes, des vidéoprojecteurs. Et effectivement, tu remarques que je ne parle pas de carte réseau ou de Wi-Fi pour l'instant. Et l'exemple historique, bah, l'imprimante matricielle. Parce que l'imprimante matricielle, c'était une cage d'aiguilles, donc tu avais 9 aiguilles. Et l'aiguille, bah, elle frappait le papier pour imprimer un truc. Et avec les 9 aiguilles, tu pouvais imprimer des lettres. Donc si tu imprimais telle aiguille et telle aiguille, tu imprimais R. Si tu imprimais telle aiguille, tu imprimais A. Et chaque aiguille, c'était un 0 ou un 1. Donc quand tu envoyais une lettre, tu envoyais un couple de 8 ou 9 bits. C'était des 0 et des 1. Et ça représentait chaque aiguille si elle était baissée ou levée pour imprimer la lettre. Voilà le principe de base. Et du coup, en entrée-sortie, effectivement, on trouve aussi du stockage, par exemple, un disque dur, c'est un périphérique d'entrée et de sortie, puisqu'il va stocker, mais de manière plus pérenne que la RAM, les données, donc les 0 et les 1. Et bah, j'ai rajouté l'imprimante en bas. Et sur tout ça, bah, il faut un machin pour pouvoir l'utiliser. Parce que bah,
à l'origine, quand il n'y avait pas de système d'exploitation, vu que le CPU il comprend que des 0 et des 1, bah, il faut taper des programmes avec des 0 et des 1. Et donc évidemment personne ne fait ça. Encore que sur les petites photos que j'ai mis en bas à droite, ils manipulent les cartes perforées. Et les cartes perforées, c'était littéralement des 0 et des 1. Un trou c'était un 0, et enfin pas de trou c'était un 0, un trou c'était un 1. Et il y a une vidéo excellente de Monsieur Bidouille qu'il faut aller voir, qui parle justement des vieux ordinateurs qu'on faisait en France à l'époque, où tu avais des trieuses de cartes perforées, des machines à écrire pour cartes perforées, des espèces de machins complètement tarés. Très rigolo. Et du coup, bah voilà, à l'époque on faisait ça, mais c'était un peu compliqué. Et surtout, bah, il y a eu un truc assez intéressant qu'on a remarqué, c'est que le binaire, donc ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, tu vois, bah, ça se transforme très facilement en hexadécimal. Parce que 4 chiffres binaires, donc en fait, si on reprend, si je reviens vite fait en arrière, ma souris marche plus. Voilà. Si je reviens vite fait en arrière, en fait, 4 chiffres binaires, tu vois, ça correspond directement à 16 valeurs. Parce que si tu fais 8 plus 4 fait 12, et 2 14, et 1 15. Plus le 0, ça te fait 16 valeurs. Et donc le 16 valeurs, bah, c'est exactement le nombre de valeurs que tu as dans une base 16, dans une base hexadécimale. Tu peux donc très facilement convertir un couple de 4 bits en hexadécimal. Exemple, 4 fois 0, c'est 0. 0, 0, 0, 1, c'est 1. 0, 1, 0, 0, on sait que c'est la valeur 4. En hexadécimal, ça fait 4. La valeur 10, 11 et 15, ça va être A, B et F. Puisque tu sais qu'en hexadécimal, ça va de 0 à F. Non, tu connais pas ça? Alors, l'hexadécimal, c'est une base 16. Ça te permet de compter avec 16 valeurs. Et les valeurs vont de 0 à F. Donc ça fait 0, 1, 2, 4, 9, A, B, C, D, E, F. Parce que c'était facile à convertir entre le binaire et l'hexadécimal. Parce que du coup, justement, 4 chiffres binaires, ça fait un chiffre en hexadécimal. Donc si on reprend la lettre A de tout à l'heure, 0, 1, 0, 0, je sais pas si tu vois ma souris, ouais, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, et ben ça fait, si tu prends les poids, donc ça fait, là tu as la valeur 4, et là tu as la valeur 1. Ça fait 0,41 en hexadécimal, ça fait donc 65 en décimal. Voilà. Et ça, pourquoi? Parce que ça a permis justement de mettre un petit peu, enfin de rendre un peu plus simple la lecture du binaire. Et c'est ce qu'on appelle le langage machine. Donc chaque CPU, chez Intel ou chez AMD, ils ont leur jeu d'instructions. Donc il y a quand on voit certains codes binaires, ça va créer une instruction pour le CPU, genre additionner deux nombres binaires, et ou stocker dans la RAM ou tout plein d'autres trucs. Et en fait, bah, tu peux directement traduire, tu vois, parce qu'en langage machine, ça va te faire 0001 machin. En hexadécimal, ça te fait B0, 02, 04, 03. Et en fait, après, tu peux très facilement traduire ça en assembleur. Et c'est ça qu'on appelle le fameux assembleur, le langage machine de base, qui permet de remplacer les mots, les instructions par des mots lisibles. Mais ça reste vraiment du 1 pour 1. On est vraiment très très proche encore du binaire avec l'assembleur. Bah, le mécanisme interne de calcul des bits, donc pour faire des additions de nombres binaires ou des soustractions ou même des opérations logiques. Tout à l'heure dans le truc j'ai montré les opérations logiques, j'en ai pas parlé. Il faut des instructions justement, et ça c'est le fabricant qui les code, donc ça va être Intel dans sa x86 ou ça va être Snapdragon là, avec les ARM, etc. C'est eux qui donnent leur jeu d'instructions et ils fournissent ça aux développeurs de Linux pour que Linux il fasse un Linux qui est compatible ARM et qui utilise les bonnes instructions pour le CPU pour pouvoir faire ses opérations, par exemple. Bah, il y a les trois grands standards qui sont décidés dans les années, c'était x86 Intel, il y avait PowerPC
IBM. Et il y a ARM qui est arrivé après avec les portables, qui est beaucoup moins consommateur en ressources. Mais il n'y en a pas eu 36 000. Hein. Et maintenant, il y a une architecture dédiée qui est celle d'Apple, avec les puces Apple, les puces M. Eux, ils ont leur... Alors, tu développes ton jeu d'instruction pour la puce, ça dépend de, oui, de comment tu fabriques ta puce et comment elle travaille. Et du coup, voilà, est-ce qu'il y a des gens qui sont surhumains pour pouvoir lire? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un dump. Donc c'est littéralement de la RAM. Donc là, c'est des octets, hein, donc c'est de l'hexadécimal que tu peux transformer en 0 et en 1. Et à droite, il te met la conversion en caractères. Et donc tu vois que pour la plupart, ça veut rien dire, mais en fait, ça peut être des instructions, des données, une vidéo YouTube ou un bout de ton IA, peu importe. Et il y a des gens, ils sont foutus de lire ça et de décoder ces trucs-là. Et donc du coup, en exemple, j'ai mis Razor à gauche. Donc ça, c'était une team de hackers dans les années 90-2000. Les mecs qui hackaient tous les jeux. Tu vois là, ils ont hacké Alien Legacy. C'est le chichi d'info de Alien Legacy. Et les mecs, ils allaient dumper la RAM pendant qu'ils jouaient au jeu pour trouver la clé CD, pour pouvoir faire un crack, pour pouvoir. Et donc dans un autre registre, John Hammond, qui est un expert en cybersécurité, c'est pareil, le mec il est capable de décompiler des malwares et de retrouver, de retrouver la piste des mecs qui ont fait le truc et tout, c'est aberrant quoi. Et donc là, ces gens-là qui sont capables de faire de l'assembleur, de comprendre comme ça le binaire, enfin c'est impressionnant, c'est super impressionnant. Voilà, voilà. Et du coup, alors tout ça, il faut le stocker. Donc pour ça, parce que le CPU, lui, il a pas beaucoup de mémoire. En interne, il a que 32 mégaoctets, je crois, au maximum, pour ses registres de calcul. Donc il faut de la RAM. Et la RAM, ça va être un espèce de grand casier, en fait. Où là encore, pareil, on va définir des adresses. Ah! Ah! On a un... Non, il va pas le s'inquiéter, ça y est. Bah, t'es en retard, hein. Bonjour. Hein. Ah là 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 là. Du coup, je fais quoi? Je reprends au début? Je sais même pas quelle, je sais même pas quelle heure il est. 20h24. On continue? Ah bah il nous a abandonné. Voilà, voilà. Et donc du coup, voilà, pour stocker toutes ces données à traiter, que sont les vidéos, les fichiers Word, les fichiers Excel, les fichiers texte, bah il faut un rangement. Donc, et ça, le rangement, c'est la RAM. Ça va être un espèce de grand casier où tu as des cases avec des adresses. Donc là, tu vois, 00, l'adresse. Donc tout ça, quand il y a 0x devant, c'est de l'hexadécimal. Hein. Et du coup, ça peut se transformer en binaire. Et donc là, on a en l'occurrence, c'est une adresse sur 16 bits, puisqu'il y a 4 chiffres. Donc, je te dise pas de conneries. Ouais, 16 bits, 65 000 valeurs, c'est ça. Parce que du coup, chaque chiffre ici, tu peux les transformer en binaire. Donc ça ferait 0000, 0000, etc. Et du coup, bah, tu vas stocker comme ça tout ton programme dans la RAM. Donc à la première adresse, tu as le début du programme, puis à l'adresse 1, tu as l'instruction suivante, puis à l'adresse 2, tu as stocké la valeur 42, puis à FF, tu as mis des données temporaires, etc. Et là, c'est la fin de la mémoire. Et du coup, voilà, le CPU, lui, il dit, bah hop, je veux l'info qui est à la mémoire de, enfin, qui est à l'adresse numéro 2, ou qui est à l'adresse numéro 4, ou qui est à l'adresse numéro 50. Et comme un facteur qui livre un numéro de rue, par exemple. Et du coup, les adresses sont toujours en hexadécimal. Voilà, la case 0, la case 255, la case 65 000. Et du coup, bah, plus il y a de bits dans l'adresse de la mémoire, plus tu peux accéder à de la mémoire. Et c'est pour ça qu'à l'époque, sur les CPU 32 bits, bah, tu étais bloqué à 4 Go de RAM. Alors qu'aujourd'hui, avec nos CPU 64 bits, théoriquement, on peut monter jusqu'à 16 milliards de gigaoctets. Hmm. Théorique. Hein. Après, physiquement, on a quelques problèmes électriques. Tu demanderas un peu paria, mais.
Ouais, voilà, tu vois, ça fait beaucoup de slots de RAM et du coup, ça te fait des pistes électriques qui sont énormes et du coup, Paria va très bien t'expliquer pourquoi ça va pas marcher. Voilà, voilà. Et du coup, le titre du chapitre, c'était quand même les systèmes d'exploitation. Donc, ils servent à quoi dans tout ça? Eh ben, ils viennent se placer devant le matériel, donc c'est CPU, le RAM, carte mère et les entrées-sorties dont je t'ai parlé. Il vient se placer avec des drivers qui vont lui permettre de piloter le matériel et de faire des opérations binaires. Et dessus, du coup, tu poses un Windows, un macOS ou un Linux. Et ensuite, après, au-dessus de ton système d'exploitation, tu as tes applications qui elles aussi travaillent en binaire, mais à travers le système d'exploitation. Et tu codes avec du C, du C++, etc. Mais le C, quand tu le compiles, il est transformé en langage machine avec des instructions CPU. Et il utilise, par exemple, quand tu compiles sur un ordinateur AMD, il ne va pas utiliser les mêmes instructions que quand tu compiles sur un ordinateur Intel. Puisque c'est pas les mêmes CPU, ils n'ont pas les mêmes instructions. Quand tu prends, voilà, quand tu compiles en C par exemple. Et du coup, tu as des idées d'OS à part Windows, Mac et Linux? Ouais. Bah, il y avait des vieux qui existaient comme Solaris, qui était un ancêtre. Il y avait la S400 qui tournait sur les mainframes de chez IBM. Il y avait IBM PC, MS-DOS, qui sont des vieux systèmes d'exploitation. Et le plus vieux d'entre tous, Unix, le pionnier. À l'époque où c'était encore des armoires. Et voilà. Donc avant Unix, chacun il avait son système d'exploitation. L'Apple I, il tournait avec son propre système d'exploitation, par exemple. Ah non, excuse-moi, parce qu'Apple c'est bien plus tard. Là de 1969, ouais, Apple c'est bien plus tard. Non, je te dis des conneries. Mais effectivement, avant, chaque armoire elle avait son système d'exploitation pour faire ses calculs, etc. Et il n'y avait aucun standard. Et ces deux gaillards, là, Ken Thompson et Dennis Ritchie, dans cette photo qui est iconique, où les mecs ont développé les bases d'Unix et vraiment les bases d'un système d'exploitation qui était exploitable avec des terminaux. Donc j'ai mis un petit exemple de terminal. Et donc d'ailleurs toutes les photos qui sont entourées en rouge, il y a des liens dessus. Hein. Donc je filerai le PDF, le PowerPoint, etc. Et comme à l'époque les ordinateurs c'était des armoires entières qui tenaient dans une salle, bah voilà, ils ont fait un truc qui devait être multi-utilisateur, multitâche, et ils ont décidé que tout est fichier. Donc dans Linux, grâce à Unix à l'époque, aujourd'hui dans Linux, tout est fichier. Ton disque dur c'est /dev/sda. Et pourquoi? Bah parce que c'est un fichier technique qui permet d'accéder à ton périphérique. Bah tout est un fichier dans Linux. Bah si je te montre... Alors attends, et du coup faut que je sorte. Hop, tac. Donc dans /dev, ici, tu as tous tes périphériques physiques. Donc les TTY, ça va être tes consoles. Et normalement, tu retrouves aussi, ils sont où et j'ai pas les... Alors, eh ben l'alternative, c'est un peu Windows, par exemple, parce que dans Windows, t'as pas mal de trucs qui ne sont pas fichiers. Enfin, c'est comment je pourrais t'expliquer ça? Parce que dans un ordinateur, de toute façon, à la base, t'as vraiment que deux types de fichiers. Soit c'est des fichiers texte, et à ce moment-là, c'est codé au format ASCII, et tu peux le lire directement dans la RAM. Soit c'est du binaire, et dans la RAM, ça ne correspondra à rien. Tu sais, c'est l'image que je t'ai montré tout à l'heure. Attends, je vais rallumer ça. Voilà. Là, la partie droite, c'est les codes ASCII qui sont représentés par le binaire. Donc là, en l'occurrence, c'est du binaire, puisque ça veut rien dire en texte, tu vois, en code ASCII. Par contre, si tu mets ici un fichier texte, ici tu vas le voir. Tu vas pouvoir le lire en direct. Pourquoi? Parce que bah, le binaire représente directement du code ASCII, donc des caractères texte. Et du coup, en informatique, tu n'as que deux types de fichiers in fine. Soit il y a du texte à l'intérieur, donc ça va être des fichiers JSON, des fichiers texte, des fichiers
un Word, je crois que quand tu l'ouvres, ça te donne du XML avec du texte à l'intérieur, etc. Ou alors ça va être des fichiers binaires, des binaires, des exécutables ou des fichiers propriétaires sur mesure. Des librairies DLL, ce sont des fichiers binaires par exemple. Et donc en informatique, quasiment tout est fichier. Et ça, c'est ces deux personnes-là qui ont mis ces bases-là il y a très très longtemps en place. Et donc la philosophie modulaire, donc des petits programmes qui font une seule chose mais qui le font bien. Et pas des grosses usines à gaz qui font tout en même temps. Voilà, voilà. Et Unix a posé les bases de tous les OS modernes. D'ailleurs, tous, ils sont des descendants d'Unix. Alors la petite anecdote, c'est l'anecdote de Xerox, parce que Xerox en 79, c'était les fabricants d'imprimantes, hein. Mais ils avaient un labo de recherche absolument révolutionnaire, et les mecs avant tout le monde, ils ont inventé la souris et l'interface graphique. Donc le principe des fenêtres, etc. Donc c'est ce qu'il y a à droite là. Attends, parce que normalement, voilà, j'avais prévu de pouvoir zoomer pour me la péter un peu. Et les mecs avaient anticipé le truc des années avant, et ils avaient tout fait. Et il y a Steve Jobs qui. Alors, ça, c'est. Après, on rentre dans le mythe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est pas vrai? Mais on sait que Steve Jobs a visité Xerox Park. Et bizarrement, en 1984, très peu de temps après, il y a le Macintosh qui sort avec une interface graphique et une souris. Le Macintosh iconique qui lui, justement, a percé là-dessus. Alors que Xerox ne voyait pas du tout le potentiel commercial de l'histoire. Et derrière, Microsoft en 85 s'en inspire beaucoup pour Windows 1. Et Jobs a pété un plomb. D'ailleurs, on le voit dans le film, Jobs, qui a été filmé là avec Aston Kutcher, machin. À un moment, il gueule contre Bill Gates. Il fait ouais, t'es un enfoiré, machin et tout. Et le mythe aurait voulu que que Bill Gates a répondu oh mec, t'inquiète, moi aussi j'ai mes entrées chez Xerox. T'es pas tout seul à te passer voir là-bas. Et voilà un petit peu pour la petite histoire du début des interfaces graphiques. Parce que c'était vraiment le tout début des interfaces graphiques. Hein, le Macintosh en 84 et Windows 1 en 85. Et du coup, bah voilà, donc les trois grands OS actuels, c'est Apple. Donc Apple, c'est Steve Jobs. Et Steve Jobs, il avait une phrase qui était écrite en gros dans sa biographie, qui était l'expérience utilisateur ultime est une expérience que l'utilisateur ne doit pas pouvoir modifier. C'est-à-dire qu'il avait comme concept qu'il s'est cassé le cul à concevoir le truc ultime, trop bien, meilleure expérience ever. Donc si on veut que ce soit toujours pareil, toujours la même expérience ever, il ne faut pas qu'on puisse la modifier. Voilà, tout bêtement. Et du coup, ça a donné un OS très fermé, comme macOS qu'on connaît, du matériel propriétaire. Les mecs, ils ferment leur truc avec des vis à trois têtes. Hein, moi, j'ai réparé un iPhone il n'y a pas 2 semaines. C'est pas les vis normales, c'est des vis à trois branches. Enfin, c'est des trucs complètement fermés. Et c'est tout verrouillé. Et c'est ça que, même si j'ai été Apple fanboy pendant des années, je regrette un peu ce côté fermé. Quand j'ai découvert Windows à mes 20 ans, salut 3D, t'arrives un peu en retard là. J'ai déjà commencé. Bon, il y aura la rediff, hein. Mais de toute façon, on va en refaire une deuxième session là, parce que je crois que tout le monde a voté pour ce soir, mais ils se sont perdus en route. Non, mais t'inquiète, c'est pas grave. Et donc voilà, donc quand j'ai découvert Windows avec Windows X, non, avec Windows 98 à mes 18 ans, là je suis tombé dans un monde qui était beaucoup plus ouvert, ou qui pouvait s'installer sur plein de machines différentes. Et c'était un peu le choix inverse d'Apple. Maintenant, aujourd'hui, avec Windows 10, Windows 11, ils reviennent à un truc fermé, à un truc tout connecté. Ah, il faut vous connecter au cloud, machin. J'aime pas du tout. Mais à l'époque, voilà. Alors, c'est rigolo parce que c'est Claude qui m'a aidé à faire le PowerPoint. Puis à un moment, tu vois, dans les résultats, il dit plus de problème de compatibilité. Au nombre de taux d'écran bleu Windows qui existent dans le monde, je crois que ça c'est totalement faux. Hein. Windows c'est peut-être le truc le pire compatible. Dès que tu trifouillais un peu trop un driver, t'avais un écran bleu, ton ordi marchait plus. C'était ton Windows 98 à l'époque, tu le réinstallais tous les 6 mois parce qu'il pétait un plomb à faire installer des conneries, des jeux. Puis surtout que moi j'allais télécharger des cracks et des merdes. Donc, mais c'était très rigolo.
Mais voilà, mais Windows ça reste un OS propriétaire, d'ailleurs ça reste une énorme usine à gaz, hein, tout le monde le sait. Le code source de Windows ça doit être très rigolo à regarder parce que même dans Windows 11 il y a encore des trucs qui existaient déjà à l'époque de Windows 98. T'as certains écrans qui sont strictement les mêmes, je pense notamment à la MMC console, la Microsoft Management Console. Alors c'est les mecs qui l'ont développé une fois en 90, ils l'ont gardé pendant 30 ans, hein. C'est un truc de ouf. Voilà. Et du coup, évidemment, tardivement, vers mes 30 ou 40 ans, j'ai découvert le Saint-Seigneur, Monsieur Torvalds, qui fait des doigts à tout le monde. On le voit en bas à droite, là. Qui était un petit étudiant de 21 ans qui a dit, mais en fait, Unix, à la base, c'était bien. Et bah moi, je vais refaire un Unix. Et il a créé son noyau Linux. Et du coup, il a instauré la philosophie open source, où tout le code est public, tout le monde peut le lire, le modifier, le redistribuer. C'est sécurisé parce que du coup, le code peut aussi être audité, hein. Il faut bien savoir qu'en informatique, tu n'es pas censé copier-coller un truc que tu sais pas ce que ça fait. C'est justement tout le propos de cette histoire. Et c'est gratuit le plus souvent. C'est pas forcément pas obligatoire, hein. Quelqu'un peut se faire rémunérer pour un travail bien fait, mais ça, c'est pas incompatible avec le fait que ce soit open source. Et surtout, il y a une communauté mondiale qui est énorme. Et Linux, il est partout, parce que bah, tous les sites internet, tous les serveurs web, Android, c'est Linux. Les supercalculateurs pour les data centers, c'est du 100% Linux. Tout ce qui est dans vos voitures, vos objets connectés, vos télés, c'est du Linux. Et mes serveurs Kbts au bureau pour mes conteneurs Docker, enfin mon orchestration de conteneurs, c'est également du Linux. Donc même si on ne le voit pas au niveau des utilisateurs, parce que les utilisateurs sont tous chez Windows, sauf ceux qui sont passés chez Mac, parce que Linux, c'était, il y a encore, et encore, ça a changé, hein. Parce que en termes d'utilisateurs clients, donc système d'exploitation de bureau classique, etc. Entre 2024 et 2026, Linux il est passé de 3% à plus de 11% d'utilisateurs. Donc on est en train de gagner du terrain aussi sur le bureau, puisque Microsoft fait n'importe quoi avec son Windows. Et surtout avec l'arrêt de Windows 10 en fait. L'arrêt de Windows 10 a énormément joué. Parce qu'il y a beaucoup d'ordinateurs qui se sont retrouvés obsolètes. Excuse-moi, tu avais posé une question. J'ai vu ça, j'ai vu la news passer. Excellent. Enfin, ça devrait être le cas depuis tellement longtemps. Bah oui, oui, moi je valide complètement. Se désincarcérer du carcan propriétaire Microsoft, oui. Et puis surtout, voilà, à partir du moment où tu es chez Microsoft, même si leurs serveurs sont en Europe, il y a le Cloud Act. Donc, Monsieur Trump, il peut venir voir. Donc voilà. Et donc les OS en résumé, voilà, donc Apple en 84, descendant du Unix, c'est fermé, c'est la philosophie Jobs, il faut que ce soit parfait, et donc ça doit pas pouvoir être modifiable. Windows qui a été un peu l'entre-deux, mais qui est devenu de plus en plus fermé avec les années, et Linux qui a mis énormément de temps à devenir digérable pour du commun des mortels, parce même moi, hein, Linux j'ai commencé à essayer il y a longtemps, mais faire Ubuntu 14, Ubuntu 16, c'était un enfer. T'installais le truc si t'avais pas la ligne de commande, si tu connaissais pas la ligne de commande, t'étais dans la merde. Aujourd'hui c'est beaucoup moins vrai. Aujourd'hui, Linux est énormément démocratisé et excessivement accessible au même point qu'un Windows. Ça s'installe aussi facilement qu'un Windows. Et dans quasiment toutes les distributions, maintenant, tu as un store. Tu retrouves la plupart des applications que tu veux un VLC pour lire tes fichiers, tu l'as. Tu veux faire tes Word, tes Excel, tu as LibreOffice. Tu veux faire du montage vidéo, tu as KD en live. Tu veux faire de la retouche photo à la place de Photoshop, tu as GIMP. Voilà. Blender est sur Linux, natif Linux pour faire la 3D. Il y a vraiment, ça devient très accessible, très très accessible. Et du coup voilà, donc en informatique sur un système d'exploitation, tu as deux types de programmes principaux.
T'as les applications, ces trucs que tu vas lancer, que tu vas fermer à la fin. Donc ça peut être ton éditeur vidéo, ton Word, ton jeu. Et tu as des services qui vont tourner H24 en tâche de fond et qui eux vont proposer du coup effectivement des services comme un site web, un serveur web ou un système de messagerie, des mails ou un système DNS pour résoudre les noms de domaine, etc. Mais ça tourne en tâche de fond tout le temps. Ça démarre avec la machine, ça s'arrête à la fin quand tu éteins la machine. Et voilà, les petites analogies, bon, je les ai pas trouvées. Ça, c'est Claude, il a sorti ça en bas. Un artisan ou un gardien de nuit, bon, je pas trouvé ça. Et du coup, j'ai gardé l'entrée-sortie la plus importante du monde pour la fin, le réseau. Donc l'entrée-sortie qui a permis de connecter les ordinateurs entre eux et de connecter le monde ensemble. Donc j'ai rajouté sur notre petit schéma là le network et internet. Et du coup, bah, tout ça, ça découle de très, très tôt aussi, hein. Tout a commencé fin des années 70. Donc ARPANET, aux origines d'Internet, c'est ARPANET, parce qu'à l'origine, le Pentagone, il a un problème. On est en pleine guerre froide, et en cas d'attaque nucléaire, les militaires, ils veulent un réseau qui puisse survivre à l'attaque nucléaire. Et donc, il faut imaginer un système de nœuds avec des routes. Donc c'est ce schéma que vous voyez à droite. Et si R2, R4 se font exploser par une bombe nucléaire, bah c'est pas grave, parce que le paquet pourra trouver une autre route à travers R3 et R1 pour rejoindre le réseau. C'est ce qu'on appelle un réseau maillé. Voilà. Et donc c'est totalement un réseau, dans sa conception d'origine, très tôt, c'est un réseau qui est décentralisé. Et en fait, ils n'ont pas du tout prévu le coup, parce que bah, derrière, ça leur a posé pas quelques petits problèmes. On va en parler. Et du coup, en 69, ils connectent 4 universités, là, USB-C, UCLA, Utah, Esri. Et en l'espace de 20 ans, ça a tellement bien marché. Alors voilà, petite anecdote, le premier message qui a été envoyé, c'est le Hello. Et en fait, il voulait écrire login, mais le système a planté à la troisième lettre. Ça m'a beaucoup fait rire. Tout premier message envoyé en réseau. Et en 82, il y avait déjà toute la côte est et la côte ouest qui étaient reliées ensemble. Et ça partait déjà presque vers Londres, tu vois, et Hawaï. Voilà. Et donc les universités adorent, elles s'en servent pour partager des recherches, le réseau s'agrandit, il s'ouvre. Et alors comment ça marche un réseau? Bah en fait on va découper la donnée, donc tout à l'heure on a vu que les fichiers c'était des suites de 0 et de 1, des binaires. Bah, on va découper un gros fichier vidéo en plein de petits morceaux, et dans chaque morceau on va avoir ça. On va avoir une en-tête MAC pour l'adresse physique, donc qui envoie, qui reçoit. On va avoir une en-tête IP avec les adresses IP logiques, source et destination. On va avoir un paquet avec la donnée, donc un morceau de ta vidéo, et un paquet de contrôle qui fait un calcul en fait de l'ensemble. Donc c'est en général c'est un hash, un MD5, qui permet de vérifier que les données n'aient pas été altérées pendant le transport. Et ensuite, bah, ce petit paquet, on l'envoie. Il est routé grâce aux en-têtes de sa source jusqu'à sa destination. Et quand tous les paquets sont arrivés, bah à l'arrivée, on reconstitue la vidéo et on peut la lire. Voilà un peu le principe de base de communication du réseau. Donc c'est des petits morceaux c'est des petites trames comme ça qui vont se balader à travers les câbles et être routées en fonction des chemins disponibles et de leur priorité. Et du coup, en 90, on arrive sur Internet parce que Tim Berners-Lee, un physicien du CERN, a une idée géniale, c'est de relier tous ces trucs-là ensemble pour en faire Internet. Et donc, bah, là, c'est le début du modem 28K. Avec, donc ça, moi, ça a été même mon enfance, hein, dans les années 90. J'avais 10-12 ans. Ma mère avait reçu un modem 28K, je sais pas trop comment, avec une disquette Magic Online. Et bah, j'ai branché ça pour la première fois. Je suis tombé sur Netscape Navigator. À la télé, il y avait des pubs pour un moteur de recherche qui s'appelait Lycos. C'était un chien, c'est Lycos va chercher. Et ça a commencé comme ça.
Et tout ça, bah, ça se balade sur des câbles, sur du cuivre, sur de la fibre optique. Tout est physique derrière, c'est que des 0 et des 1 qui se baladent. Je vous l'ai expliqué depuis le début. Entre des ordis, des services, des CPU, etc. Et donc du coup, bah voilà, pour organiser ça un peu plus proprement, on a fait un système de couches au niveau des systèmes d'exploitation pour que chaque couche n'ait pas à s'occuper de ce que s'occupe la suivante. Donc l'application, elle file sa vidéo complète à la présentation. La présentation, justement, elle va le découper. Ah non, pardon. Voilà, ouais, voilà. Donc l'application, c'est ce que vous voyez dans le navigateur, dans l'email. La présentation, ça va être le chiffrement et le format de données, donc ça va être la vidéo en elle-même. La partie session, c'est pour se connecter si jamais il y en a besoin. Et ensuite, ça passe au transport. Le transport, lui, va s'occuper de découper en morceaux ce que vous lui avez donné sans regarder ce que c'est. Et ensuite, réseau 3, le routage, réseau 2, les adresses MAC vraiment physiques. Et le 1, ça va être le câble, à proprement parler. Et donc comme ça, sur l'ordi de départ, par couche, ça va rentrer jusqu'au câble. Et sur l'ordi d'arrivée, ça va ressortir par couche, dans le même ordre. Donc tu envoies une vidéo, ça part de 7, ça fait 6, 5, 4, 3, 2, 1, ça se balade sur le fil, et de l'autre côté, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et tu retrouves ta vidéo dans ton application, sur l'autre ordinateur. Voilà le principe des couches réseau, ce qu'on appelle le modèle OSI. Et du coup, bah, à partir de 2000-2015, on arrive sur le web 2.0. Donc avant, on lisait juste des pages. À partir de 2000-2015, on a commencé à partager du contenu. Et là, tout a changé, puisque Google est enfin un moteur de recherche qui marche. Facebook est le début des réseaux sociaux, le partage d'images, de sa vie, de qu'est-ce qu'on a fait ce matin. Et Bart, bah là tu connais bien, YouTube en 2005 a démarré. C'est vraiment au tout début. Et juste après en 2007, Steve Jobs a encore sorti un banger parce qu'il a foutu Internet dans notre poche avec l'iPhone. Toujours le même. Voilà, voilà. Et à partir de là, donc la DSL est arrivée, donc plus besoin d'avoir une connexion 28K ou d'attendre une demi-heure pour avoir Sarah Michel Gellar en sous-vêtements qui s'affiche. Je sais, je l'ai fait quand j'étais gamin. À l'époque, j'adorais X-Files. Et alors, c'est pas Sarah Michel Gellar, c'est l'autre, là, Scully. Et du coup, je téléchargeais des photos de Scully en sous-vêtements. Et c'était très rigolo parce qu'à l'époque du 28K, juste t'avais le haut de l'image qui s'affiche, tu sais, l'image s'affichait par bande en fait. Donc toi t'attendais un quart d'heure, t'avais les cheveux, puis t'avais la tête, puis t'avais les sourcils, puis t'avais le nez. C'était assez rigolo. Et après donc la DSL qui est venue démocratiser tout ça, puis aujourd'hui la fibre qui est, alors là c'est à la tartine. On en profite. Et du coup, bah voilà. Donc les services dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui tournent H24, qui proposent des sites web, Facebook, etc. Bah, ils parlent avec des langages précis, donc les protocoles. Donc le protocole HTTP pour le web, le protocole DNS pour résoudre des noms de domaine, SMTP IMAP pour les mails, etc. Donc et tous ces protocoles-là, ils sont... Allô, allô, je suis revenu. Ouais, mon casque, il a lâché. Voilà, voilà. Et donc tous ces protocoles-là, ils sont définis dans ce qu'on appelle les RFC. Donc c'est des requests for comment. Vous en avez un exemple à droite, là. J'ai mis pareil un lien, vous pouvez aller le lire. C'est des documents possibles, potentiellement extrêmement intéressants et très 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 soporifiques, parce que vous voyez la gueule du truc. Donc là, c'est l'algorithme d'implémentation pour, tu vois, algorithme d'implémentation requirement en usage guidance for DNS security. Donc ça, c'est voilà, c'est l'implémentation de DNSSEC, donc de DNS sécurisé, parce que récemment, il y a eu, pareil, sur les 10 dernières années, il y a eu pas mal de failles qui ont été trouvées dans DNS, et du coup, ils ont sorti DNSSEC pour sécuriser un peu plus tout ça. Et ça, c'est un truc récent, hein, c'est une RFC qui date de juin 2019. Et vous voyez un peu la gueule du machin. Ça fait peur. Voilà, voilà. Et donc voilà, pour ceux qui sont des Raidman, il faut aller lire les RFC et vous comprendrez tout de comment ça marche. Moi j'en ai lu une demi.
Et voilà. Et du coup, toutes ces avancées technologiques ont commencé à poser des questions. Et donc, je le disais tout à l'heure, ARPANET, au début, c'était un réseau qui était fait décentralisé pour résister à une bombe nucléaire. Et aujourd'hui, ça les embête un petit peu parce qu'ils voudraient mettre un peu plus de contrôle sur Internet. Mais comment tu mets du contrôle sur un truc qui est décentralisé? C'est ça le problème. Et ça a permis justement, un peu naturellement, d'avoir ce qu'on appelle la neutralité du net, où tout le monde a accès de manière équitable à l'information partout sur Internet. Et à beaucoup, on en a pas mal entendu parler ces 10 dernières années de la neutralité du net. Et en pratique, ça veut dire quoi? Bah, ça voudrait dire que, bah, par exemple, on l'a de moins en moins, la neutralité du net. Les blocages DNS que font... alors c'est facile à contourner, hein. Si tu mets le DNS de ton fournisseur d'accès Orange et que tu tapes le www.torrentfreak.com et que ça affiche, bah non, on t'affiche pas le site web, tu vas dans tes paramètres réseau, tu mets DNS égale Google 8888 et lui Google il en a rien à foutre, il te répond. Et donc hop, c'est débloqué. Donc les blocages de sites web, de porno, de ce que vous voulez, de trucs dangereux, voilà. Ça se contourne assez facilement, mais ça fait partie du principe de neutralité du net. Normalement, la donnée devrait être accessible à tous, sans restriction et sans jugement. Voilà, voilà. Parce que bah, sinon, bah, ça voudrait dire que chez Orange, on pourrait te dire, ah bah tiens, si tu veux pouvoir regarder YouTube, c'est 25 balles de plus. Et là, ça poserait un problème. Voilà, voilà. Et de toute façon, Internet, dans sa nature, a toujours été très difficile à contrôler. Ce qui nous amène au sujet suivant, le dark web. Donc là, j'ai mis des petites photos un peu clichés. J'ai mis la meuf en bas à gauche parce qu'elle était mignonne. Puis on n'a pas beaucoup de filles en informatique, donc je vais en profiter. Et j'ai mis une, une très intéressante conférence de monsieur Jean-Philippe Renard, qui fait un petit peu un tour, un petit état des lieux du darknet, comment ça marche, qu'est-ce qu'on y trouve. C'est assez rigolo. Et donc voilà, le web est composé de trois gros morceaux. Le surface web, donc c'est ce qu'on connaît, c'est les 4-5% d'Internet. Ça va être Google, YouTube, Wikipédia, tous les sites web que vous pouvez aller voir. Le deep web, donc le deep web, ça va être des trucs qui ne sont pas référencés, que Google ne connaît pas forcément. Ça peut être des intranets d'entreprise, voilà, c'est du contenu qui est non indexé mais qui est légal. C'est des données privées, ça va être des connexions qui se font entre, bah, par exemple, entre moi, mon bureau et puis mon serveur sur Internet, etc. À travers un VPN, etc. Et après, vous avez le dark web, donc accessible via Tor. Donc vous avez d'autres types de dark web. Il y en avait un autre qui s'appelait, oh, je me souviens plus. Et pareil, qui essayait de crypter ses communications à travers Internet, parce que du coup, bon, il y a Internet de base, et derrière, il faut implémenter un système qui vous permette d'être totalement anonymisé sur Internet. C'est le principe de Tor, avec le Onion Router. Donc le routage en oignon, bon ça je vais pas l'expliquer maintenant parce qu'on y repassera encore une demi-heure, mais le principe est que chaque couche ne peut pas savoir ce qui se passe dans la couche d'à côté. Donc vous rentrez dans, par exemple, quand vous vous connectez à Tor, enfin quand vous connectez à Internet à travers Tor, vous pouvez traverser à minima 3 couches. Et donc bah, vous traversez la première couche, votre communication elle est encryptée avec les clés de cette couche-là, puis elle est transférée à la suivante, puis c'est encrypté avec la deuxième couche, jusqu'à la troisième couche, et après ça va ressortir de l'autre côté, ça va être décrypté. Et donc pendant tout le trajet à travers Tor, tout est encrypté 40 fois de suite. Et surtout, on ne peut pas déterminer le trajet des nœuds. Donc on ne peut pas déterminer quel était le nœud précédent ou le nœud suivant. Il n'y a vraiment que à l'intérieur du cryptage qu'on a l'info. Donc voilà. Après, c'est pas sans faille non plus, hein, parce que le propriétaire d'un nœud de routage Tor, lui, il voit ce qui se passe sur son nœud. Voilà. Mais après, il voit que des trucs qui sont encryptés à la couche suivante ou à la couche précédente. Oui, t'allais demander. Alors le dark web, non. Et d'ailleurs, voilà, c'est marqué juste en dessous. Dans le dark web, tu vois, c'est accessible uniquement via Tor et ça propose un anonymat total, donc ça propose aussi des usages légitimes, comme les dissidents, les journalistes qui sont bloqués dans un pays qui restreindrait la liberté de la presse.
Ça, c'est évidemment extrêmement important. Mais, par sa nature, c'est là où tu trouves Silk Road, je sais pas si tu as connu Silk Road, qui était le gros le gros dark web, dark market, tu pouvais acheter de la drogue, des armes, tout ce que tu voulais. Donc par sa nature, forcément, les gens vont aller se cacher là-bas aussi. Mais non, utiliser le dark web, c'est pas du tout illégal à la base. Ça dépend de ce que t'en fais. C'est pareil, hein, avoir une arme si t'as toutes les règles, c'est pas illégal. À partir du moment où ça dépend de ce que t'en fais. Si tu le ranges et que tu t'en sers juste pour flinguer un mec qui t'attaquerait, t'es bon. Si tu commences à flinguer tout le monde, t'es pas bon. C'est le même principe. C'est le même principe. Et en piratage, en hacking, c'est le même principe. Ce qu'on appelle les chapeaux noirs, les chapeaux gris, les chapeaux blancs. Bah, les chapeaux blancs, c'est les gens qui vont utiliser, donc c'est-à-dire qu'ils vont travailler dans une entreprise de DNS, de security. Ils vont attaquer des cibles qui sont leurs clients dans un cadre précis, avec un contrat en disant bah voilà, on a le droit d'attaquer tel et tel serveur, pas les autres. Nanana. Et ils vont prévenir tout de suite, attention, on a trouvé des failles de sécurité ici, ici, ici. Et d'ailleurs, c'est pas que des failles logicielles, hein, puisque pour installer un virus, le plus souvent, 95%, il faut un accès physique à la machine. Donc le métier de pentester, ça implique aussi d'essayer de s'introduire dans un data center, etc. Voilà, voilà. Quelques petites anecdotes pour la partie réseau. Donc Ray Tomlinson en 71 qui envoie le premier mail de l'histoire entre deux ordinateurs dans la même pièce. C'est lui qui a choisi le fait qu'on ait arrobase sur les emails aujourd'hui. Et quand on lui demande ce qu'il a envoyé comme message, il dit je me souviens pas, ça devait être QWERTY-OP. Donc le mec a juste tapé, comme nous on taperait AZERTY-OP. Le mec a juste tapé QWERTY-OP, la balance et ça dit putain ça marche, on envoie des mails. Et le petit bug rigolo aussi, l'email qui pouvait pas dépasser 800 km parce que du coup en 2002, un administrateur système contacte le support technique et leur dit ouais nos mails peuvent pas être envoyés à plus de 800 km. Tout le monde se fout de sa gueule. Et en fait après investigation, il s'avère que c'était vrai parce qu'il y a eu une mise à jour qui avait réduit le timeout de connexion à 0 millisecondes. Donc le mail pouvait circuler pendant à peine à 0,099 millisecondes. Et en 0,099 millisecondes, il ne pouvait parcourir que 800 km. Donc un bug à la vitesse de la lumière. Très rigolo aussi, tu vois, j'adorais. Voilà. Donc en 1 milliseconde, ton mail il part à 800 km. Et du coup aujourd'hui, on en arrive au web 3.0 avec le tout connecté qu'on connaît, qu'on a partout. Le cloud avec les données qui sont plus chez vous, la décentralisation avec la blockchain, ce genre de choses. Oh, ça a commencé à apparaître vraiment à partir d'entre 2015 et 2020, donc moi, oui, c'est à la frontière, je pense. En tout cas, le web 3.0, c'est l'ère de la donnée vraiment. Et en plus, tu vois, voilà, ça va tellement vite, on passe déjà presque à un web 4.0, j'y arrive, hein, là on arrive à la fin. Mais voilà, mais quelques chiffres, hein, on est aujourd'hui 5,5 milliards d'internautes, hein, presque 70% de la population mondiale qui se connecte sur Internet. On a 500 heures de vidéos qui sont uploadées sur YouTube chaque minute. Donc t'as du boulot, Bart. Et il y a 350 milliards de mails qui circulent tous les jours. C'est un bordel. Et tout ça sur ce que je vous ai expliqué depuis le début, des 0 et des 1 qui se baladent dans des CPU, dans des câbles, dans des ondes, un peu partout. Voilà, voilà. Le réseau en résumé, donc du coup, ARPANET, le premier email, le World, le modem 28K, Google, le web 2.0, l'iPhone et le web 3.0. Et le dernier chapitre, honnêtement, j'aurais pu l'écrire, mais il s'écrit sous nos yeux. Je le découvre tous les jours en ce moment, c'est aberrant. Et en plus, il y a déjà Bart pour parler de tout ça très bien. C'est l'avènement de l'IA. Et donc pour cette petite conclusion, j'ai choisi une petite citation d'Isaac Asimov que j'ai découvert dans l'épisode 200 de Stargate, que j'aime beaucoup, et qui parle des histoires de science-fiction,
qui sont toujours un petit peu rigolotes quand on les prend sur le moment en se disant bah oui bien sûr. Et que finalement il s'avère que pour beaucoup, en tout cas ce monsieur-là avait vu beaucoup de choses dans les années 80 qui sont aujourd'hui réalité. Et si ça peut nous sauver, bah c'est là qu'il faut qu'on essaye de voir le truc. Si on a le droit, si on mérite d'être sauvé. Voilà, voilà. Et donc du coup, bah, pour la suite, un petit pronostic, hein, moi je mets 10% sur Terminator avec les IA là. Donc Skynet prend le contrôle, on n'aurait pas dû lui apprendre à jouer aux échecs. Je mets 10% sur Matrix où l'IA se dit putain mais ça fait quand même une très bonne pile électrique. Est-ce qu'on est dans une simulation ou pas? Alors depuis janvier là avec Monsieur Musk qui a dit qu'il allait foutre l'IA dans l'espace parce que bon Monsieur Musk à la conférence XAI 2026 il a expliqué que en 2030 on serait dans la merde puisque un data center ça vaudra une centrale nucléaire. Donc il faudra une centrale nucléaire par data center en termes de consommation électrique pure et dure. Et donc lui son idée c'est de balancer l'IA dans l'espace avec des panneaux solaires full illimité. Et du coup, donc là, je mets 10% sur un Grok Laser Game avec l'IA Grok qui nous canarde à coups de laser depuis l'espace. Et sinon, pour le reste, vous avez le choix. On n'est pas assez intelligent pour quitter notre planète. Il n'y a plus de ressources. Il y a une comète. Il y a la fin de l'expansion de l'univers. Il y a les cavaliers de l'apocalypse. Enfin bon, on a le temps de quoi faire. Et pour un risque un peu plus terre à terre que j'ai beaucoup aimé, j'ai mis la petite vidéo de Ego, qui est l'horreur existentielle de l'usine à trombone, et qui explique un autre aspect dangereux des IA que les gens connaissent moins, qui est celui de l'efficacité. C'est que si tu dis à une IA qui est trop efficace, vas-y, trouve le moyen le plus efficace de faire un maximum de trombone, bah il t'aura peut-être transformé l'univers intégralement en trombone à la fin. Toi compris. Masterclass cette vidéo, excellent. Et voilà, voilà, ça se termine. J'ai mis 32 minutes, ça va,